le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laure Ivernat. Laure est docteure en pharmacie, naturopathe et experte du microbiote. Elle a créé la méthode Reset qui offre des programmes de nutrition en ligne pour accompagner les patients ayant des problèmes de poids, troubles digestifs et déséquilibres hormonaux. Elle est également conférencière et l'auteure du livre Mon cahier ventre heureux, publié chez Solar. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Laure. Bonsoir Julien. Meilleurs vœux. Oui, merci à toi. Merci plein de... Pardon ? On oublie de se souhaiter une bonne année en fait. Et comme tu disais, beaucoup d'amour, c'est important. Oui, carrément. Mais du coup, tu me mets le doute, on ne sait pas si c'était la bonne année avant qu'on discute en off. On le fait machinalement, je crois. C'est ça. On est pris en fait dans nos activités. Exact. Ouais. Laure, alors je vais faire un peu comme d'habitude. J'aime bien que mes invités se présentent. Donc je vais te laisser la parole et puis tu vas nous dire qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es là ce soir. Voilà. Alors, donc je suis Laure Ivernat. En fait, je suis docteur en pharmacie de formation. Alors, je précise parce que je ne pratique plus en tant que pharmacien. J'ai travaillé de nombreuses années dans l'industrie pharmaceutique. En fait, en pharmacie, on choisit un peu une filière. Un pharmacien n'est pas forcément derrière son comptoir. Moi, je suis partie côté labo. Donc, vraiment, tout ce qui est développement, produits, remèdes, médicaments. Et surtout, le côté, donc, ce qu'on appelle market access, c'est... l'impact qu'un laboratoire a auprès des gouvernements, le côté lobby pharmaceutique en quelque sorte, mise sur le marché, remboursement, etc. Là, je te perds, c'est un peu boring, je te le cache pas, c'est moi aussi ce qui m'a un petit peu déconnectée en fait de ce secteur et surtout, ça a été malgré tout vraiment révélateur d'une prise de conscience des systèmes de soins actuels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout passe par le médicament et en fait, j'avais la chance d'être exposée à des stratégies quand même assez... de mise sur le marché de médicaments, notamment maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, maladies respiratoires, donc des pathologies lourdes qui tuent énormément de monde. Et je me suis dit, mais finalement, on ne soigne pas vraiment ces gens parce que les médicaments, ils les prennent à vie, ils sont dépendants, beaucoup de toxicité. Et en fait, surtout, c'est leur hygiène de vie dans la majeure partie des cas, en fait, qui est le problème. Donc, selon moi, d'un point de vue scientifique, en fait, je me suis dit, ça n'a pas beaucoup de sens de soigner de manière très tardive et agressivement alors qu'on aurait pu justement faire de la prévention bien en amont. Et en fait, ça a été un constat très fort en parallèle d'une expérience perso que moi j'ai eue sur le plan professionnel, en fait, un burn-out, en fait, qui m'a ramené à cet essentiel et surtout me reconnecter avec des choses qui ont beaucoup plus de sens. Donc, il y a un parcours, je sais, qui est très courant aujourd'hui. Beaucoup de personnes doivent se reconnaître dans ce genre de prise de conscience. Mais du coup, ça m'a fait bifurquer à 180 degrés dans la naturopathie, qui est une médecine aujourd'hui qui est très en vogue. En fait, on en parle beaucoup et heureusement. Parfois un petit peu mal parce que ça manque d'encadrement encore aujourd'hui. Mais voilà, c'est une médecine qui, selon moi, a plein de sens scientifique et donc pour faire un petit peu on en parlera plus en détail, mais en gros, je me suis vraiment expertisée dans tout ce qui est pathologie du ventre, en fait, au niveau du microbiote intestinal, donc syndrome de l'intestin irritable, dont on parle énormément, beaucoup de personnes souffrent. J'ai également écrit un ouvrage sur le ventre qui a été publié chez Solar, donc hyper vulgarisé. Comme vous pouvez voir, la couverture est assez fun, donc c'est vraiment une sorte de petit guide pratico-pratique où je vous éduque en fait à comprendre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal parce que souvent des problèmes de ventre, on estime que c'est normal d'être fatigué après le repas, de ballonner, d'avoir un transit qui n'est pas régulier et surtout c'est pas seulement au niveau digestif, ça peut être des problèmes d'asthme, des problèmes de fatigue, baisse d'énergie, mauvaise immunité, les émotions. Bref, c'est central à notre santé et encore dans cette volonté de zoomer en fait vraiment sur quelle est cette cause, je me suis rendu compte, ce que Hippocrate nous disait il y a déjà des milliers d'années, en fait, que tout commence dans le ventre, ça commence dans l'assiette, mais aussi dans la digestion. Donc, c'est vraiment le propre, on va dire, de ma mission.
Et aujourd'hui, en termes d'activité, c'est principalement, donc j'adore écrire, je partage beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Et j'ai créé une méthode en ligne, en fait, pour accompagner des patients, en fait, notamment. Donc, pas que des problèmes de digestion, mais notamment désordres métaboliques aussi, par exemple résistance à la perte de poids et aussi hormonale. Donc, ça reste très féminin comme problématique, mais ça s'adresse aussi à beaucoup d'hommes. Et dans le but de les éduquer dans leur quotidien, parce que la nutrition, c'est vraiment une médecine du quotidien. Et en fait, je fais donc beaucoup d'éducation, mais je dirais presque de rééducation, parce qu'on en parlait, la nutrition, on entend beaucoup de choses. Et parfois, c'est difficile de démanteler un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur tout ça. Oui, et puis surtout, comme tu le dis à juste titre, on ne nous a pas éduqués. On n'a pas été éduqués à bien manger. Alors, moi, j'entends par bien manger, manger pour que ça nous apporte de la vitalité et de l'énergie. Et pas juste manger parce qu'on a faim et se remplir. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? On est d'accord là-dessus. Après, ça reste une notion de plaisir aussi. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention, notamment derrière parfois le côté très régime alimentaire. Déjà, c'est un terme qui est un peu galvaudé, puisqu'on a tous un régime qui soit bon ou mauvais, mais c'est aussi nourrir son émotionnel. C'est important de prendre du plaisir, mais c'est surtout réconcilier avec justement qu'on peut manger sainement et se régaler, et surtout quand on apporte les bons nutriments au corps, et surtout que la digestion est optimale, c'est-à-dire qu'on absorbe tous les bons nutriments. Techniquement, on n'a pas besoin de manger tout et n'importe quoi. Et en fait, voilà, c'est une question de qualité. Donc, en effet. Oui, question de qualité. Alors après, moi, je suis aussi partisan de dire que c'est bien d'essayer de manger un petit peu de tout. Ouais. Et en même temps, force est de constater, alors, comme on se l'est dit en off, c'est un sujet, moi, qui m'intéresse et sur lequel je suis assez vigilant, on va dire, ces 15 dernières années, parce que j'ai constaté, comme tu le disais, qu'Hippocrate avait vraiment raison en disant que c'était notre premier médicament, l'alimentation. Et j'ai remarqué que c'est assez difficile, finalement, de recommander un lifestyle alimentaire qui pourrait être pour pour tout tout le le monde. monde. Ça Ouais. n'existe pas. C'est pas Mais attends, possible. En mais fait, ouais. c'est exactement. C'est le propre de ma méthode, c'est d'inviter à une personnalisation dans le sens où on est tous uniques déjà dans nos goûts, nos gènes, notre métabolisme, notre microbiote, on est vraiment unique. Sachez d'ailleurs que le microbiote, on en parlera un petit peu plus parce que ces bactéries ont plein de choses intéressantes à nous dire, mais c'est comme les empreintes digitales, on est vraiment tous uniques. On a un microbiote qui est vraiment différent de chacun, et forcément l'alimentation peut pas être la même d'une personne à l'autre. Parfois, il y a des personnes qui vont suivre le régime de la copine parce qu'il a super bien marché sur elle, mais ça ne marchera pas forcément sur vous. Donc, en fait, c'est important d'écouter votre corps, et surtout pour faire le parallèle avec le ventre. C'est le siège donc de beaucoup de choses au niveau santé et aussi des émotions, et d'être à l'écoute de soi. C'est vraiment cette méthode que j'ai créée. Le but, que je l'ai créée pour moi, finalement, pour me soigner, de revenir à ce qui est essentiel pour moi, en fait, ce qui a du sens pour moi, et en étant à l'écoute des symptômes, c'est-à-dire que le corps physique va nous envoyer des symptômes. C'est pas par hasard, c'est le langage du corps qu'il faut apprendre à écouter, à décoder, comprendre, et surtout reparamétrer des choses ensuite dans notre vie. Pas que dans la sienne, d'ailleurs. Non, c'est clair. Et est-ce que tu inclus aussi dedans, parce que ça, je sais qu'on a un rapport avec les matières fécales et l'urine qui est un peu compliqué en France. Est-ce que ça implique aussi pour toi, parce que moi, je suis rentré là-dedans à un moment donné, de regarder justement, en fait, comment je digère ça, tu vois, quand je vais au sel. Oui, on est d'accord. Ouais. C'est vrai que les selles, c'est la photographie de la digestion. Donc, finalement, ce qui reste, c'est ce qui n'a pas été absorbé. Alors, c'est difficile à l'œil nu, évidemment, de regarder. Après, vous pouvez commencer à observer vos selles, et notamment, donc là, je suis en préparation d'un programme vraiment dédié au ventre. C'est beaucoup de tips au quotidien, vous éduquer à devenir un peu votre propre docteur et voir s'il y a par exemple des aliments non digérés, si les sels, suivant la couleur, la texture, la forme, ça renseigne vraiment en fait aussi bien votre alimentation, puis surtout votre digestion, voir d'où peut venir le problème. Après, on parle beaucoup des analyses de sels, notamment pour faire une cartographie du microbiote intestinal. Donc c'est intéressant, c'est pas toujours simple d'appliquer ça après concrètement dans un protocole personnalisé, et surtout c'est très onéreux aujourd'hui encore. Il y a très peu de remboursement par rapport à ce type de test. Oui. Donc voilà, c'est... Mais je suis d'accord avec toi sur le principe que moi, je dis très souvent que l'idéal, ce serait qu'on soit un vrai chercheur pour nous-mêmes. Et déjà, dans un premier temps, si ne serait-ce qu'on faisait cette démarche-là, rien que ça, déjà, plus d'autres choses, bien évidemment,
Oui, Ça bien sûr. permettrait déjà de nous éclairer et de voir, enfin, de nous donner une piste, tu sais, une piste, C'est ça. une direction, quoi. Bah, puis ça reconnecte en fait à être à l'écoute de son corps. Et aujourd'hui, même si on parle beaucoup et de plus en plus, c'est très bien de tout l'aspect plus donc émotionnel, santé mentale, même voire jusqu'au spirituel, etc. Le corps, il y a une connexion entre tout. Donc en fait, il faut avoir un bon équilibre de santé à tous les niveaux. Et aujourd'hui, la médecine conventionnelle ne répond pas à cette globalité. Donc, de faire un système de soins basé uniquement sur le tout médicament, finalement, n'a pas de sens parce que je pense que chaque médecine a une complémentarité les unes des autres. Et je pense que l'approche, justement, déjà de soigner le terrain, ça devrait être la première médecine de base. Mais c'est la base, c'est ça. Moi, c'est ce que je dis aussi très souvent. Pour moi, il y a, dans les bases, pour moi, il y a l'alimentation, le sport, Ouais. la nature, le sommeil, des exercices de relaxation Ouais. et essayer du mieux qu'on peut de voyager. Je fais juste une parenthèse sur le voyage, parce que souvent, quand on parle de voyage, les gens pensent Inde ou à l'autre bout du monde. Pour moi, voyager, c'est juste partir 24 heures de chez soi et revenir. Oui, oui, non, c'est ça, vrai, oui, sortir de chez soi. Après, et aussi le lien social, en fait, notamment, est hyper important dans la santé. On voit même tout ce qui est prévention, par exemple, Alzheimer. On dit les lignes de traitement, il n'y a aujourd'hui aucun traitement pour faire de la prévention, enfin, de cette maladie, ou très peu. Et c'est vraiment toute cette hygiène de vie et ce lien social. Et on l'a vu dans la situation Covid, où finalement, on nous a mis une distanciation sociale qui aurait dû être physique, mais pas sociale, parce que ce lien est super important et il aurait dû être préservé. Bah, je ne sais pas si tu le sais, c'est Harvard qui a mené la plus grande enquête sur le bonheur. Justement, pendant 75 ans, ils ont suivi des individus pour justement ressortir de tout ça que ce qui était le plus important pour tendre vers le bonheur, c'est justement le lien social et la qualité justement la qualité du lien, oui, aussi. Parce qu'un lien social négatif, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la communication n'est pas toujours très bonne. Il y a mais ça fait partie de notre santé, tout ce relationnel, ce tissu relationnel qui est autour de nous, et on n'est pas obligé d'avoir 10 000 connexions, en fait. On peut avoir que ce petit cocon, mais qui vraiment nous nourrit, et c'est important. Tout à fait. Alors, moi, j'ai remarqué aussi de mon côté, dans mes recherches, que visiblement, il fallait à peu près 7 ans pour quelqu'un qui est motivé pour changer son alimentation. Qu'est-ce que tu en penses? 7 ans, c'est beaucoup. Bah, écoute, oui, ça me fera des clients au long terme, c'est très bien. Alors moi, je suis un petit peu plus, j'ai envie de dire plus optimiste qu'on peut le faire. Alors 7 ans, ça me paraît beaucoup. Je ne sais pas sur quels critères c'est basé, mais c'est vrai que changer ses habitudes, c'est comme arrêter une addiction, c'est-à-dire que voilà, on est accoutumé à des gestes répétitifs, les rituels, et c'est vraiment ce médicament-là, en fait. Très souvent, par exemple, quand on me consulte ou qu'on achète un programme avec moi, on a envie, et c'est bien, de tout changer, et c'est super, on a vraiment envie d'appuyer sur cette touche reset. D'ailleurs, c'est le nom de la méthode reset, mais soyons honnêtes, on ne peut pas tout reparamétrer comme ça du jour au lendemain, ça prend du temps. Et surtout, j'encourage à vraiment faire des petits pas, en fait, après petits pas, mais qu'on va durer. En fait, c'est vraiment cette durabilité qu'on recherche, de faire un changement drastique. J'ai envie de dire, tout le monde est capable, plus ou moins, en fait, d'avoir un challenge à un moment donné, se motiver. Mais si tu veux vraiment ancrer ça dans la durée et donc avoir des résultats, il vaut mieux être un petit peu moins, entre guillemets, ambitieux et l'étaler sur le temps. Après 7 ans, pourquoi pas. Mais je pense qu'un chemin de guérison, même si on parle au sens large, tout dépend d'où on part, ça prend de nombreuses années, voire toute une vie. Donc, en soi, ça me choque pas. Exactement, ouais. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui est peut-être l'un des paramètres le plus compliqué pour beaucoup d'entre nous, et ça rejoint ce que tu dis, c'est une forme de discipline. Parce que tu vois, pour maintenir dans le temps justement et changer une nouvelle habitude, et donc se créer une nouvelle habitude, il faut avoir une forme de discipline. Et c'est vrai que c'est assez rare. Quand tu regardes bien, quand même. Aimer la discipline. En fait, c'est vrai que moi, de base, par exemple, je déteste la routine. Et pourtant, c'est la routine qui me fait du bien, en fait. C'est tous ces gestes répétés. Et je pense que, suivant les personnalités, mais d'avoir une base de rituel, en fait, à 80%, on va dire, de choses rituelles, mais garder de la spontanéité, du fun aussi dans votre vie. C'est-à-dire que, voilà, pour ma part, j'ai pas d'interdit sur la nutrition, hormis une allergie alimentaire. Mon seul critère, c'est la qualité. Donc, ça élimine quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que, voilà, si vous aimez les pizzas, les burgers, très bien, mais mangez de la qualité, en fait. Faites vraiment les choses vous-même, etc. Il n'y a pas d'interdit là-dessus. Et c'est le secret de quelque chose qui dure. Si on est trop dans la frustration, même le plus discipliné finira par craquer. Oui, complètement. Bah, d'ailleurs, j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps sur Netflix, qui est une série de 4 documentaires qui s'appelle Dans mon assiette, je crois, quelque chose comme ça, pour ceux qui s'intéressent. Je ne sais pas si tu l'as vu. Mais non, j'ai trouvé mais ça
parle. Ouais, ça a l'air intéressant. Ouais, c'est très très intéressant parce que notamment, bon, ça fait le pont avec ce que tu expliquais au tout début, ce qui t'a amené à changer et à devenir naturopathe. Il y a une partie, à un moment donné, dans ces 4 docus, où on parle de ça, bien évidemment, parce qu'il y a une vraie connexion entre l'agroalimentaire et la Bien pharmacopée, sûr. forcément. Et ce qui est intéressant, et pourtant, L'agrochimie aussi. bah oui, c'est L'agriculture, ça, ouais. l'agrochimie, ouais. C'est Ils ça. marchent dans la main, oui, c'est sûr. Et pourtant, moi, ça fait longtemps, je te dis, que je suis là-dedans, mais ces 4 docus est venu vraiment générer encore d'autres déclics en moi. Et notamment, on aborde beaucoup le côté viande et poisson dans ces 4 docus. Et c'est vrai que c'est pas évident, je pense, pour une grande majorité d'entre nous, de se dire, voilà, moi, je vais dans mon supermarché préféré, de se dire, bah tiens, est-ce que cette viande-là que je prends, est-ce qu'elle est bonne? C'est pas évident, non, en effet, parce que le label, déjà, il y a un gros problème au niveau des politiques et dans la législation de ce qu'on communique, etc. Après, il y a de plus en plus de choses qui sont étiquetées, notamment la provenance, la qualité de l'élevage, etc. Mais tout consommateur n'est pas éduqué à ces critères. Il y a le fameux Nutri-Score, très bien le Nutri-Score, mais parfois, il y a des produits en Nutri-Score A qui sont dégueulasses, en fait, que j'approuve absolument pas. Donc, C'est ça. on a évolué, mais c'est encore une énorme marge d'amélioration et c'est vrai que tout est un petit peu lié finalement. Il y a plusieurs acteurs. Tu as les industriels d'un côté, certains qui ont un peu des conflits d'intérêts tous entre eux, les gouvernements qui sont un peu pieds et poings liés avec les gros industriels qui font la pluie et le beau temps, voilà, et puis le consommateur. Et aujourd'hui, je pense que c'est un devoir de citoyens, nous, de nous éduquer, en fait, nous sensibiliser à ce qu'on achète, de ne pas acheter bêtement, que basé sur le prix, voir aussi le prix ratio prix-qualité, parce que parfois on se dit ça c'est moins cher, mais quand on voit la qualité des nutriments, c'est déjà trop cher pour ce que c'est. Et vraiment d'encourager des business qui font de la vraie qualité, des circuits courts, du local, manger de saison. C'est 2-3 tips à savoir, c'est franchement pas si compliqué. Inspirez-vous d'experts comme moi et plein d'autres, en fait, notamment sur Internet, on voit beaucoup de choses. Éduquez-vous, sensibilisez-vous, parlez-en autour de vous sans vous blâmer parce que la perfection n'existe pas, mais c'est important que le consommateur reprenne son pouvoir parce qu'on a un vrai pouvoir de boycotter les méchants. Oui, quelque part. Puis moi, surtout de retrouver une santé, parce que vraiment, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quand même beaucoup d'entre nous, plus de 50% de la population, qui ne sont pas en bonne santé, justement. Ah oui, mais c'est fin, et plus. Ah ouais. Et par exemple, tu prends alors le critère clinique, ça va être le surpoids, mais le surpoids, c'est pas seulement esthétique, c'est associé à énormément de pathologies. Et aujourd'hui, bien manger, c'est un devoir de citoyen parce qu'une personne en mauvaise santé coûte très cher aussi à l'État, il faut aussi l'admettre. Et surtout, on voit de plus en plus, notamment dès l'école, l'adolescence, même l'enfance, de plus en plus de cas d'obésité, de surpoids. C'est catastrophique. Oui, et alors moi je vais même plus loin que ça, parce que je dis que c'est une responsabilité citoyenne, c'est assez proche de ce que tu dis, mais plus globalement dans le sens où c'est assez facile à mesurer pour ceux qui le vivent, un peu moins pour ceux qui ne le vivent pas, mais quand tu as trouvé justement cette forme de discipline et que tu as mis en pratique dans ta vie tout ce qui fait en fait que tu puisses remplir tous tes réservoirs d'énergie, qui te permet d'être bien dans ton corps, d'être bien dans ta tête, donc du coup d'être un peu rayonnant, tu sais, puis juste d'être bien, potentiellement, c'est une source d'inspiration naturelle pour les gens autour de toi. Et c'est ça, en fait, pour moi, là, notre responsabilité citoyenne, c'est de se dire que potentiellement… Impact, en fait. Mais oui, c'est ça. Tu le fais pour toi, déjà, on va dire en priorité, bien évidemment, mais parce que ça a un impact après sur le collectif. Ouais, sur le collectif. Et puis, ne serait-ce que déjà dans ton réseau familial, amical, etc. Après, et puis toutes la descendance et les personnes au-dessus. C'est vrai qu'on a un levier d'éducation aussi pour nos parents, les générations du dessus. Mais il y a beaucoup de choses à faire et je pense déjà aussi dans les formations, par exemple, je pense qu'à l'école, on devrait avoir des cours de cuisine, apprendre aux enfants pourquoi il faut bien manger. Surtout, même à l'adolescence, on voit beaucoup de personnes, que ce soit des enfants qui sont mal dans leur peau, qui vont se réfugier dans les sucreries, tout ce qui est sucré, les gâteaux. Le sucre, c'est vraiment le pire poison, enfin les mauvais sucres industriels. Et des jeunes filles aussi qui vont être en période un petit peu, qui se cherchent un petit peu. Les revues dans les magazines vont s'identifier, il faut que je perde du poids, donc ne plus rien manger. Et elles vont associer aussi l'alimentation à une prise de poids, alors que non, pas forcément. Si tu manges bien, tu prends pas forcément de poids. Et ça peut causer énormément de dégâts au long terme, en fait, sur la santé de ces jeunes filles notamment. Et c'est vrai que d'avoir des cours, je pense qu'il y en a de plus en plus, mais pas assez qui soient vraiment dans le programme de l'éducation nationale, en fait. Ben oui, carrément. Après, moi, je dis très souvent aussi aux gens, notamment dans mon bouquin, de remettre de la cuisine, tu sais, dans leur vie, de recuisiner.
parce que c'est vrai que la société nous a essayé, en gros, de nous simplifier la vie avec des micro-ondes, avec des plats qui sont tout préparés et qui sont, comme tu dis, remplis de sel, remplis de sucre, etc. Oui, Et donc, bon, du coup, on ne cuisine plus. Ouais. Sous prétexte que, et bien évidemment, ça nous fait gagner du temps de mettre un plat au micro-ondes ou tu vois, c'est ça l'objectif derrière, c'est de nous faire gagner du temps. Mais cuisiner, je ne sais pas si tu dirais le contraire, mais moi, ça me met pas beaucoup de temps en fait de cuisiner. Non. Enfin, après, tout dépend ce que tu cuisines. Si tu es un grand chef et que tu adores, tu peux faire des plats géniaux. Oui. Moi, c'est vrai que je suis un très bon exemple parce que de base, je n'aimais pas du tout cuisiner. J'étais vraiment nulle en cuisine et je n'ai pas eu le choix par rapport à justement le problème au niveau digestif que j'ai développé. Bon, le fameux syndrome de l'intestin irritable, c'est des pathologies, enfin c'est pas une pathologie, c'est un syndrome, mais dont beaucoup de personnes souffrent. Donc j'ai dû rééduquer toute mon alimentation, en fait, réapprendre à manger, et ça a commencé par me mettre derrière mes fourneaux. Et en fait, j'ai vraiment envie, et notamment la méthode que j'ai créée, elle s'adresse à ces personnes qui n'ont pas envie de passer des heures en cuisine, de faire des recettes très simples, en fait, qui sont super bonnes à la santé et bonnes en goût, parce que je suis hyper gourmande comme beaucoup et j'avais vraiment pas envie de compromettre le goût, et on peut vraiment faire des choses super sympas. Il y a plein de petites astuces à avoir. Il faut composer ses placards, acheter pas mal d'épices. On a tendance à se réfugier derrière le sel ou le beurre pour assaisonner finalement les plats ou les cuisiner, alors que tu peux avoir plein d'épices, d'herbes, etc. et des techniques qui sont vraiment super malines, très simples. Et Exactement. quand j'entends je n'ai pas le temps ou je n'ai pas l'argent de bien manger, ça me met hors de moi, parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment, même avec un petit budget, en fait, en achetant du local de saison, même la source végétale est souvent moins chère que la source animale, notamment. Notamment, l'OMS recommande, je crois que c'est à peu près minimum 50% des repas végétariens, même si on n'est pas forcément vegan, pour une bonne santé. Donc voilà, ce sont de fausses excuses que les industriels nous ont un petit peu mis dans la tête. Et aujourd'hui, essayez de voir aussi le temps que vous gagnez en espérance de vie, finalement, en cuisinant. Oui, c'est vrai. Et franchement, moi, mis bout à bout, moi, je cuisine beaucoup à la vapeur. Mis bout à bout, ça va me prendre peut-être 10 minutes, 15 minutes le temps de découper mes légumes. Après, c'est cool. Après, c'est autre chose. C'est ça. Ça te laisse du temps pour faire autre chose. Exactement. Oui. Pour moi, c'est voilà. Et déjà, ne serait-ce que de remettre ça déjà dans sa vie, je pense que c'est déjà bien. C'est un énorme step. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Parce que ça t'amène du coup à consommer plus de légumes, aussi peut-être probablement plus de fruits. Aussi, plus de... Et puis, je sais pas, c'est gratifiant de cuisiner quelque chose plutôt qu'un truc que tu sors du paquet, et ça détend, en fait. Vraiment, moi, je me suis surprise à aimer cuisiner, alors qu'à la base, je dis pas que je détestais ça, mais j'avais pas, alors que ma maman cuisinait énormément à la maison, mais je n'ai pas eu cette chance d'une maman qui m'a transmis, parce qu'elle était tout le temps derrière, elle faisait tout. Donc, c'était un petit peu interdit de venir dans sa cuisine. Et au final, et puis je n'avais pas manifesté une grande envie de cuisiner. Et là, vraiment, je m'y suis mise et je prends goût. Et d'ailleurs, là, cette année, j'ai encore m'inscrire à des cours de cuisine parce que j'adore ça. Mais on est sur une cuisine de tous les jours. Oui, bien sûr. Moi aussi. C'est abordable. Mais par contre, moi, je tiens beaucoup à essayer de mettre un maximum de couleurs dans mes plats. Parce que pareil, quand même, on a réussi à montrer que la beauté aussi avant de manger était aussi très important. Et puis j'aime beaucoup aussi parce que, comme tu le dis, pour moi, c'est un vrai instant méditatif. Quand je suis seul, et sinon quand je suis avec ma compagne ou là, par exemple, pendant les fêtes en famille, c'était génial, c'est très festif. On était tous en train. Ouais, voilà, le partage. C'est un super moment en famille, c'est super. Et tu peux écouter un podcast quand tu cuisines. Je fais souvent ça. C'est ça. Tu ne perds pas. Et je trouve que après, quand tu passes à table et que tu manges, je suis convaincu que ça n'a pas le même goût parce que justement, c'est toi qui l'as cuisiné. Tu sais, c'est un peu comme une œuvre d'art en fait que tu vas beaucoup plus apprécier. Exactement. Non, c'est vrai. Après, parfois, tu peux faire des bons ratés aussi. Parfois, on se plante un peu, on a laissé cramer le plat, ça arrive aussi. Et c'est drôle, c'est pas grave. Mais malgré tout, c'est plus gratifiant. Et puis, après, je t'avoue que j'ai même plus vraiment de souvenirs du tout industriel. Mais moi, c'est depuis que je cuisine vraiment, et ça fait quand même pas mal de temps, je suis devenue très difficile au niveau de tout ce qui est bouffe industrielle. Vraiment, on a rééduqué un palais, mais c'est vraiment du non complet. Je peux pas, quoi. C'est clair. Oui, moi aussi. Ouais. Et là, justement, par rapport au documentaire dont je te parlais sur Netflix, j'étais déjà parti quand même dans cette idée. Et ça fait quand même très longtemps que je consomme très, très, très rarement de la viande et du poisson. Un peu plus le poisson que la viande. Mais là, vraiment, ça a tiré une croix dessus, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que l'élevage intensif, c'est catastrophique. Alors, c'est vrai qu'on diabolise vraiment, évidemment, parce qu'il y a un mouvement vegan. Je tiens aussi à, en parallèle, mettre un petit signal d'alarme sur tout ce greenwashing aussi. Faites attention, c'est pas parce que c'est végétal que c'est forcément de qualité et que ça n'a pas un impact aussi sur la planète. Donc, vraiment, déjà, même le secret, je dirais, c'est déjà de manger de saison, en fait, parce que c'est vrai que
de pousser un peu la consommation, par exemple, des tomates en hiver, c'est complètement absurde, c'est pas la saison, et essayer de consommer dans nos régions. Et nos régions, notamment en France, on a la chance, à l'époque, en tout cas, on avait une agriculture très riche, en fait. Et c'est, voilà, malheureusement, après, l'agriculture intensive moderne a fait changer toute l'économie agricole, notamment en France. Mais on a quand même un climat qui permet de produire énormément de variétés de fruits et légumes. Alors c'est vrai que parfois, notamment en hiver, on aime bien avoir, par exemple, des fruits exotiques, des kiwis, des ananas, ce genre de choses. C'est rigolo, mais d'une manière générale, on peut avoir une grande diversité. Et déjà de consommer local avant d'aller dans le bio, évidemment, c'est le must, c'est super. Mais attention, parce que le bio français n'est pas, par exemple, si vous prenez du bio, mais qui vient d'un autre pays, c'est pas le même cahier des charges déjà. Et puis, c'est pas très logique finalement. Le bio, ça se veut respectueux de l'environnement. Et si ça vient de loin, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord. C'est ce que je remets aussi en question. Parce que c'est vrai qu'il y a eu tout un engouement, tu sais, autour des boutiques bio et du bio. Mais quand tu regardes bien sur les étals, parce que moi, du coup, j'y vais quand même assez régulièrement, tu vois bien en fait qu'une grande majorité quand même des légumes et des fruits, ils viennent pas forcément de France. Hein. Ouais. Ça vient d'Italie. Pour moi, ça va pas en fait, les deux. Ouais. Et ça devrait être réglementé. Alors, on ne peut pas leur en vouloir de partir dans une mouvance du naturel, quelque chose de plus qualitatif, mais là aussi où il devrait y avoir une réglementation des gouvernements, c'est que tout le monde ne devrait pas être autorisé à utiliser certains codes qui vont duper le consommateur. Par exemple, de mettre, je pense au gluten. Alors, c'est vrai que pour revenir à la problématique ventre, on parle beaucoup du gluten. Aujourd'hui, le gluten, donc c'est une protéine qui est contenue dans beaucoup de céréales, mais surtout le blé notamment, qui a muté en fait sous les effets des pesticides, l'agriculture intensive. Et aujourd'hui, énormément de personnes n'ont plus l'arsenal enzymatique pour bien assimiler, digérer ce gluten. Et surtout, on a dézingué le microbiote à cause des pesticides. Voilà, soyons nets, notre microbiote, il est le reflet des terrains, de la terre aujourd'hui, qui est complètement aseptisé par les antibiotiques et les pesticides côté terre. Pour revenir au gluten, il y a énormément d'engouement sur le sans gluten, en fait. Et notamment, c'était ma belle-sœur qui m'avait acheté, parce que je mange sans gluten. Elle me dit, Laure, je t'ai trouvé un pain sans gluten. Et là, je retourne le paquet, les ingrédients, au secours. Bon, déjà, le pain était dégueu, hein, on vous clairement. Et il était tout vert, sans gluten, etc. Donc, ça dupe vraiment le consommateur de se dire, j'achète quelque chose de qualitatif, en plus plus cher. Il y avait presque une trentaine d'ingrédients dans ce pain. Alors que le pain, rappelons-le, c'est farine, eau, sel, la levure et c'est tout. Et là, il y avait il y avait de l'huile de palme, des agents conservateurs, des textures. Enfin, c'était hallucinant. Donc, faites vraiment attention. Quand il y a plus de 3-5 ingrédients qui n'ont rien à faire là, reposez le produit. C'est mon seul conseil. Mais oui, c'est ça. Et donc, je reviens à ce que tu disais. Il manque vraiment drastiquement de l'éducation autour de notre alimentation. Vraiment, pour moi, c'est un des maillons qui manque, mais comme dans le domaine de la santé globalement, en fait, on n'est pas éduqué à prendre soin de nous, hein, tout simplement, quoi. Non, et puis franchement, pour être très honnête, même dans les facs de médecine, de pharmacie, les écoles d'infirmières, on parle très peu de nutrition. Alors qu'on est censé être des experts de la santé. Moi, la nutrition, j'ai vraiment appris, même si j'aurais très bien pu, dans la mesure où la naturopathie aujourd'hui est une médecine non réglementée, j'aurais pu, par mon bagage de pharmacie, m'auto-former amplement parce qu'on sait apprendre, etc. Mais j'avais vraiment besoin de refaire une formation, ces formations de 3 ans, et j'ai appris plein de choses qu'on n'apprend pas dans les facs. Et aujourd'hui, ce serait bien d'avoir un peu plus de ce genre de médecine, pour tout professionnel de santé. Ce que tu sous-entends, c'est que vous êtes conditionné à la fac pour percevoir. Clairement. Ouais, c'est ça. Oui, et tout le monde ne s'en rend pas forcément compte. Et donc j'imagine que rares sont les gens comme toi qui, à un moment donné, sont peut-être un peu plus ouverts d'esprit, je ne sais pas si c'est le terme, hein, je juge personne, et qui se disent, tiens, peut-être que ce serait intéressant de voir aussi ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Alors, il y en a de plus en plus, il y a encore 2 écoles. On l'a vu beaucoup avec la situation Covid, ça a été une scission quand même assez forte. Aujourd'hui, je fais aussi de la formation professionnelle, notamment via des labos, et je rencontre des professionnels de santé comme moi, en fait, qui sont issus de médecine conventionnelle et qui se sont formés à la médecine préventive, naturelle, quelle que soit la formation ensuite. Il y a beaucoup de naturopathes, malgré tout, 100%, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément un autre bagage médical, donc ils sont vraiment formatés que médecine naturelle, on va dire. Mais il y a de plus en plus de pharmaciens qui,
de généralistes aussi un petit peu, mais pas tant que ça en fait. Moi, j'aurais Ouais. plus des spécialistes, certains spécialistes qui vraiment font face on va dire le désert de solutions thérapeutiques pour certaines pathologies. Par exemple, pour prendre l'exemple du syndrome de l'intestin irritable, j'ai échangé notamment avec un gastro-entérologue qui diagnostique, en fait, ça peut être soit le généraliste ou le gastro, qui diagnostique, qui fait ta coloscopie, des diagnostics d'élimination, bam, tu as le syndrome de l'intestin irritable, le syndrome poubelle. Mais concrètement, comment on l'aide ce patient? Il y a zéro solution. Donc, on va lui donner des anti-inflammatoires, des antidépresseurs, des anti-tout et n'importe quoi, mais on ne soigne pas le problème. Et très clairement, il m'a dit, aujourd'hui, c'est vraiment vers des naturopathes ou des diététiciens que je vais orienter un patient parce que c'est eux qui peuvent prendre en charge ce genre de pathologie. Ouais. Et voilà. Donc, il y a Oui. une ouverture de plus en plus, mais il y a vraiment les deux écoles et souvent, c'est soit comme moi, on est très ouvert à ça, soit c'est pro-médicaments et beaucoup sont encore à se demander vraiment si l'alimentation a un impact sur notre santé. Mais regardez juste l'étude à taille humaine, c'est autour de vous. Les gens en surpoids qui donc mangent mal sont en mauvaise santé. Et la situation Covid a été flagrante. Aujourd'hui, on avait des profils à risque de plus en plus jeunes et souvent, c'était des profils avec des comorbidités, en surpoids, qui avaient des vrais problèmes de santé. Bien sûr. C'est sans compter aussi d'ailleurs, alors j'ai pas le nom des études, mais je sais que je l'ai lu plusieurs fois, le fait que maintenant, on réussit justement à faire le lien entre ce qu'on mange et notre façon de penser, et notamment nos émotions. Il y a vraiment un lien entre les deux. T'es OK avec ça, ouais? Ah oui, complètement. D'ailleurs, juste pour partager une petite anecdote, en fait, j'avais fait un test. Alors, c'est vrai que notamment chez la femme, mais on a tous évidemment une santé émotionnelle, mais chez la femme, il peut y avoir des petits rebondissements suivant les hormones et les cycles. Donc, pour ma part, le fameux syndrome prémenstruel qu'on peut avoir notamment en phase avant d'avoir nos règles, notamment. J'ai fait un protocole que je vais pas rentrer dans les détails parce que c'était vraiment un pur test cobaye et que je ne le recommande absolument pas. Mais c'était une sorte de protocole vraiment d'éviction avec du jeûne, etc. Mais c'était très intense. Mais en revanche, pendant à peu près 3 semaines, j'ai eu un reset complet en fait au niveau de l'alimentation et j'ai vu mon moral et vraiment mon syndrome prémenstruel, je ne l'ai pas eu. J'ai eu mes règles sans m'en rendre compte, c'était hallucinant de voir en fait finalement, et c'est assez logique parce que déjà on centralise beaucoup de choses au niveau du ventre, il y a une vraie connexion avec l'intestin et le cerveau en fait entre les deux, et surtout une digestion qui n'est pas optimale, elle génère beaucoup d'inflammation et ça envoie aussi énormément en fait de molécules qui vont venir impacter tout le système nerveux. Donc ça a un impact évidemment sur la santé émotionnelle et par exemple il y a beaucoup de dépression. La cause, le problème, c'est au niveau de l'intestin. C'est en fait le reflet d'un intestin malade. Donc évidemment, oui, l'alimentation a un gros impact sur nos émotions. Mais ce qui est dingue, c'est qu'une grande majorité d'entre nous n'arrive pas justement à s'en rendre compte. Comme tu le dis, je sais pas moi, tu vas péter peut-être très souvent ou tu vas avoir de temps en temps mal ici, mais en fait, bon, bah voilà, après ça passe Oui, le tu dis que c'est lendemain. normal, c'est ça, ouais. Ouais, Et c'est ça. c'est faire la différence entre ce qui est normal et pas normal. Et aujourd'hui, souvent, ça peut aussi aller dans l'inconfort. C'est de l'intime aussi, tout ce qui est alimentation au niveau du ventre, etc. On n'a pas très envie de parler de ça. Et les professionnels de santé nous y invitent pas, en fait, à en parler. Et c'est justement le souci de vous rendre compte ce qui finalement est le langage de votre corps qui vous envoie le signal qu'il y a un truc, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que voilà, votre alimentation, et pas que l'alimentation, puisque on peut somatiser beaucoup de choses au niveau émotionnel qui vont impacter notre digestion, notre ventre, etc. Donc, ouais. Oui, puis alors, à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pas eu le même discours en 2003. Alors 2003, je dis 2003 parce que c'est à l'époque où moi j'ai créé mon entreprise. Et à l'époque, ne serait-ce que de parler de bien-être, ne serait-ce que le mot bien-être, encore moins par exemple yoga, méditation, là tu étais un gourou, tu faisais partie d'une secte. Je peux dire qu'il n'y avait pas autant d'informations qu'on peut avoir maintenant. Alors bon, il y a un côté positif et négatif, c'est-à-dire que du coup c'est un peu compliqué parce qu'il y a trop d'infos. Notamment dans le monde de l'alimentation, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'informations, que ce soit sur YouTube, dans les livres, les conférenciers, enfin vraiment, il y a un trop plein peut-être, et donc du coup, je peux comprendre que pour une personne qui est motivée, par exemple, qui nous écouterait ce soir ou un autre jour et qui a envie de passer à l'action derrière, je peux comprendre que c'est ça. Mais en même temps, moi, j'ai envie de dire, écoutez votre intuition. C'est-à-dire, c'est déjà un très bon signe en fait de se dire bon alors par quoi je commence. Je
trouve que c'est déjà le premier pas, en fait, tu vois, quelque part. Et après, bah voilà, la première information qui arrivera, ça peut être la bonne ou pas, mais au moins, ça sera tu sais, le début de quelque chose, quoi. Non, mais c'est marrant ce que tu dis, l'intuition, et c'est rigolo. Je sais pas si c'est un rapport avec ce que tu dis vraiment, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, qui m'ont envoyé un message en disant j'ai comme été attirée par ton livre, et je sentais que ce livre, il y avait un message qui a été délivré, et ce côté voilà intuitif de se dire, et par exemple si vous tombez sur cette vidéo, allez voir mon compte Instagram, j'ai sûrement de belles informations à vous divulguer, et après avec d'autres évidemment plein d'autres informations, mais je pense que le corps est quand même très complexe, et ce côté intuitif, j'aimerais y revenir parce que finalement notre ventre c'est le siège. En fait, on se rend compte que le ventre non, enfin, quand je dis ventre, c'est vrai que je parle beaucoup de l'intestin, intestin microbiote. Mais donc, pour parler de l'intestin, c'est un tube donc pour digérer des aliments. Mais on se rend compte qu'il est innervé. Il y a des milliers de neurones. Et en fait, il est un peu moins innervé que le cerveau, mais quasiment tout comme. Et on s'est dit, mais finalement, il ne peut pas y avoir un système nerveux entérique aussi performant et développé pour être juste un tube à digérer, finalement. Il y a forcément quelque chose de plus complexe. Et en fait, d'un point de vue primitif, l'intestin... Donc, on dit que c'est le deuxième cerveau. Moi, je pense que c'est le premier parce que c'est ce qui protégeait cet instinct de survie, notamment quand à l'époque préhistorique ou les animaux, en fait, qui avaient cette capacité de reconnaître si ce qu'ils mangeaient était bon ou mauvais et s'il fallait expulser parce que, justement, c'était pas bon, pas comestible. Et en fait, il a vraiment un côté très... voilà, très intuitif. Aussi, ce ressenti qu'on a, notamment quand on dit il faut écouter... sa petite voix, son gut feeling, en fait, où genre dans les tripes, on a quelque chose. On a vraiment ce sixième sens, en fait, de l'intuition qui siège au niveau du ventre. Et je pense qu'on est encore qu'aux prémices de sa découverte parce que, voilà, enfin là, j'allais parler encore de toute autre chose, mais on voit beaucoup. Vas-y. Des pathologies, même au niveau neuro, au niveau, ou pas pathologie, d'ailleurs, au niveau, par exemple, juste pour parler du trouble du spectre de l'autisme, en fait, sont des... on va dire des traits de personnalité, tu peux avoir même l'hypersensibilité, énormément en fait de profils différents, ce qu'on appelle les neuroatypies, qui vont avoir pour beaucoup en fait des problèmes au niveau de la digestion, un problème au niveau du microbiote. Est-ce que nos bactéries finalement reprendraient pas un petit peu le pouvoir et gouverneraient un peu nos émotions, notre personnalité aussi? Donc c'est possible, bien sûr. Non, puis il y a même aussi des ponts qui ont été faits par les neurosciences qui montrent justement l'impact que tu pourrais avoir notre intestin, notre tube digestif, justement, comme tu le disais, en fait, sur notre côté intuitif. Et c'est important ce que tu viens de souligner parce que moi, c'est un sujet qui me passionne aussi, l'intuition, notamment parce que moi, j'écoute mon intuition depuis que je suis tout petit et c'est un peu comme un muscle, je trouve. C'est quelque chose qui se pratique encore avec de la discipline, tu vois. Et je vois que ça m'aide énormément dans ma vie de tous les jours, à titre personnel et professionnel. Et j'aimerais tellement justement aussi que les gens comprennent qu'il y a un vrai pont entre ce qu'ils mangent, justement, et écouter son intuition. Parce que je sais que l'intuition, ça parle à tout le monde. Tout le monde, à un moment donné, a vécu quelque chose en se disant « Ah, je le savais. » Je le savais, c'est ça. C'est ça, exactement. Et en fait, ça, on peut vraiment l'écouter de plus en plus. Mais pour moi, ça passe entre autres par l'alimentation. Hein. Oui, non, c'est sûr, et par beaucoup de choses. Mais d'ailleurs, toi, c'est quoi tes astuces au niveau pour écouter ton intuition? Est-ce que tu as pas des supports, mais des petites astuces à Oui, j'en ai. Alors, notamment, c'est ce que j'explique dans mon livre, hein, C'est quoi le bonheur pour vous? Parce que pour moi, c'est multifactoriel. Et donc, du coup, l'alimentation me paraît vraiment un des points qui est très important, mais pas que. Tout à l'heure, je te disais aussi, pour moi, ce qui est important, c'est de remettre du mouvement dans sa vie. Comme on est dans une société qui est hyper sédentarisée, la majorité d'entre nous n'ont plus de mouvement en fait dans leur vie. On est tout le temps assis. Et donc, ne serait-ce que de remettre du mouvement, parce qu'on a besoin d'éliminer les toxines. Enfin, faire bouger tous les liquides. Oui, exactement, oui. Je ne vais pas rajouter tous les bienfaits que procure le sport. Il y a suffisamment d'études là-dessus. Donc ça, pour moi, du mouvement ou du sport, par exemple, ça me paraît fondamental pour être de plus en plus à l'écoute de notre intuition. Un sommeil très important, donc réparateur, et donc du coup qu'on écoute, c'est-à-dire comme un chercheur aussi, on regarde vraiment nos cycles de sommeil et on essaie de se calquer en fait en fonction. De se rapprocher le plus souvent de la nature, parce que c'est pareil, la nature, elle nous apporte énormément. Elle a une grande sagesse. Mais oui. Je fais juste une petite parenthèse dessus, et ça m'a frappé. Les espèces végétales, les arbres, ont leur origine de 400 millions d'années, si je dis pas de bêtises, sur Terre, par rapport à l'homme qui est de seulement 4 milliards d'années, je crois. Donc finalement, ils savent beaucoup plus de choses que nous. On estime être l'espèce vivante la plus aboutie, l'homme. Je me rappelle, en pharma, on étudiait la zoologie, théorie de Darwin, etc. L'homme, c'était le plus abouti, le plus performant. Mais est-ce que finalement, on n'est pas le plus bête? Parce que c'est celui qui détruit le plus, que les arbres ont une grande sagesse. Et le contact avec la nature,
ça recharge en fait, il y a une énergie. Il y C'est a ça. vraiment quelque chose de... C'est ça. Et pour moi, ça en fait partie. Tu vois, tu me demandais, pour moi, ça aussi, ça en fait partie. Ouais. De pratiquer des exercices de relaxation aussi, pour moi, ça en fait partie. C'est-à-dire que ce soit vraiment, ce que je viens de citer, que ce soit vraiment intégré dans ta vie. Tu sais, vraiment comme une hygiène, comme quand tu te brosses les dents, que tu vas te prendre une douche. Et je ne suis pas le seul à le dire, bien évidemment, je n'invente rien. Et il y a déjà des milliers, des centaines de millions de personnes même qui le disent bien avant moi et depuis des siècles. À partir du moment où tout ça est intégré dans ta vie, bien évidemment, tu es plus créatif, bien évidemment, tu es plus intuitif, bien évidemment. Mais oui. Oui, c'est cet ancrage qui te permet d'être connecté à quelque chose d'au-delà même, finalement, après, suivant vos croyances aussi. Et c'est vrai que l'intuition, il peut y avoir une connexion avec l'âme, en fait. C'est-à-dire d'être au-delà du corps physique. Et c'est intéressant. Bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours été aussi comme toi, je pense. J'ai ressenti quelque chose dès toute petite. Après, c'est vrai que nos formations, l'éducation, plus ou moins nous ouvre à ça, ou en tout cas, on peut parfois se révéler un côté spirituel un peu sur le tard, suivant nos expériences. Et c'est important. Moi, je trouve que oui, tout ce que tu dis, ça a beaucoup de sens. En effet, cette hygiène de vie, ces rituels, en fait, qui te ramènent à toi, ton essentiel, te connectent. Et je trouve que parfois, il y a même des exercices, notamment que je propose dans mes programmes d'écriture, en fait. Alors, c'est vrai qu'ayant écrit, je pense que tu es comme moi, mais le côté journaling, en fait, c'est un côté très thérapeutique pour extérioriser beaucoup de choses. Et notamment, un exercice d'écriture intuitive que je fais à la suite d'une méditation, en fait. Donc, tu médites. Donc, vraiment, là, on part un petit peu, alors pas vraiment dans le subconscient, mais en tout cas, on lâche un petit peu le mental. Et l'idée, c'était de faire des écritures où vraiment tu fais ressortir, sans réfléchir en fait, t'écris. Et parfois, quand tu relis, c'est assez bluffant. Ce que tu apprends sur toi-même, des choses que tu sais qui sont au fond de toi, mais tu dis, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient d'un petit peu... c'est assez fou en termes de connexion. Ah ouais, pour moi, c'est un vrai sujet qui n'est pas encore beaucoup abordé, tu vois, je trouve, pour le coup. Et bon, alors je ne dis pas que, bien évidemment, j'ai pas du tout la science infuse, mais comme je te l'ai dit en off, moi, ça fait 45 ans en fait que je baigne quand même dans le développement personnel. Donc, je pense avoir quand même du recul et voir comment ça se passe. Et je trouve que cette partie intuition, vraiment, cette partie intuition, n'est pas encore assez développée. Ouais, c'est ça. Eh ben, il ne manquerait que... Non, mais vraiment, et je pense que, tu vois, quand j'ai commencé aussi c'est tout un parcours, et en fait, c'est des découvertes, des recherches, et tu vois, moi, j'ai commencé par la pharmacie, on arrivait aujourd'hui, et demain, dans 10 ans, dans 15, 20 ans, je sais que tout évoluera. En tout cas, j'ai envie de remettre de plus en plus au cœur de la santé. J'ai un peu zoomé sur le ventre, évidemment, ça, on se spécifie, mais après, il y a on peut parler de plein de thématiques, et de plus en plus sur cette connexion du corps et de l'émotionnel, en fait, nos émotions, et à quel point les émotions vont gouverner notre santé. Et d'ailleurs, derrière beaucoup de maladies, il y a une blessure émotionnelle. Tout le temps, moi, je trouve. De l'âme, des choses, voilà. Ouais. J'ai vraiment le sentiment que la plupart, c'est des maladies psychosomatiques. Oui, non, c'est sûr. Et aussi, ce qui est intéressant, alors c'est vrai que récemment, je me suis même à titre privé mise dans tout ce qui est transgénérationnel, c'est de voir qu'en fait, on ne transmet pas que nos gènes, en fait, aux descendants. On transmet aussi beaucoup de choses, de non-dits, des traumas, des secrets, des choses familiales qui sont somatisées, qui sont... J'avais fait une conférence récemment, je ne me rappelle plus du nom de la thérapeute, sur de l'engrammage cellulaire. C'est-à-dire qu'on va vraiment engrammer des mémoires cellulaires, en fait. Il ne faut pas oublier que nous sommes constitués plus de 90% d'eau, ou non, pas tout à fait. 70, pardon, mais de vide, c'est-à-dire que par rapport à l'atome, en fait, de matière, on est constitué à 99,7% de vide. Et dans ce vide circule beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Donc voilà, on n'est pas seulement un corps physique. Non, c'est clair. J'ai l'impression que, parce que du coup, moi, ça me fait penser à une forme de spiritualité, ce que tu es en train de dire, même si on parle de physique quantique, etc. Pour moi, il y a un peu de spiritualité comme derrière tout ça, parce qu'il y a des gens, je pense, qui sont pas tous prêts à entendre ce que tu dis. Non. Et donc, du coup, ce que je voudrais, c'est que tu donnes ta définition de ce que serait pour toi la spiritualité. C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que derrière spiritualité, on entend tout de suite la religion. Donc moi, par exemple, pour mon exemple, c'est que j'ai toujours été élevée dans la religion chrétienne, donc je suis vraiment baptisée, confirmée, la totale, sans être vraiment trop présente. Mais c'était des traditions, on va dire. Mais j'ai toujours déconnecté avec cette religion-là. Alors, non pas la religion en tant que telle, mais l'interprétation qu'on en fait. Il y a plein de choses qui me choquaient, qui ne me parlaient pas. En revanche, j'ai toujours ressenti qu'il y avait quelque chose d'autre de plus... J'ai toujours eu foi en quelque chose d'autre.
Et pour moi, ma religion, c'est la nature, en fait, et vraiment que je trouve très mystérieuse et pleine de secrets, qui est vraiment passionnante et parfaite, en fait. Elle est vraiment tellement bien pensée qu'il y a forcément quelque chose au-delà de ça. La spiritualité, selon moi, c'est déjà comprendre que il y a de l'intériorité. C'est ce qui va te connecter à l'extérieur vient de ton intérieur. C'est peut-être parfois refaire un peu ce chemin inverse, de revenir au fond de toi, d'où tu viens, cette graine, cette racine, en fait, cette source quelque part. Alors, je ne sais pas si ce que je dis a du sens parce que je suis en train de me perdre un peu dans les mots, mais je pense que ça t'aide énormément à comprendre aussi ton environnement extérieur. Et c'est très souvent à la suite d'épreuves. On voit beaucoup de personnes se rapprocher de la spiritualité quand ils perdent un être cher, par exemple, ou vivent des moments difficiles, qui ne trouvent pas de réponse dans le monde actuel. Et aujourd'hui, on voit tellement de choses incompréhensibles. En fait, on est déconnecté de la réalité, enfin, de ce qui se passe, que je trouve que justement, il y a une vague de spiritualité qui est en train de venir, avec énormément de gourous spirituels, évidemment. Mais quelque part, il y a un besoin, il y a une demande de compréhension. Et aujourd'hui, je pense que les sociétés modernes, en fait, ont déconnecté le corps de l'esprit, alors que finalement, à l'origine, sûrement dans les époques bien avant nous, au Moyen-Âge, etc., il y avait beaucoup plus de gens très croyants, voilà, qui avaient une foi beaucoup plus forte, en fait. Bien sûr. Donc je pense que ça passe pour faire un peu plus de recherche. Mais c'est très personnel, la spiritualité, je pense. On a tous une définition. Oui, je pense aussi, ouais. En tout cas, ce qui est très amusant, c'est que moi aussi, ma façon de cultiver la spiritualité, c'est d'être proche de la nature, justement. Et donc, toi, tu disais que c'était la nature aussi, visiblement. Comment tu cultives ça? Alors, avec la nature, alors c'est marrant parce que j'avais fait une retraite de yoga alors j'ai voulu ma toute première retraite de yoga, j'adore le yoga, mais un yoga très occidental finalement, pas trop, voilà, et je me suis dit, je vais faire une retraite dans un ashram, sauf que c'était en France, donc le ashram en France, ça me parlait pas trop, c'était un peu bizarre, et honnêtement, ça a été la pire expérience de ma vie parce qu'on s'est retrouvés enfermés dans ce temple bouddhiste H24, enfin, on était à faire de la méditation en plus de groupe dans le silence. Alors, c'était une source d'angoisse. Enfin bref, je suis partie en courant. Et en plus, ce moment-là, il faisait super beau. C'était près de Orléans. Il y avait une nature, une forêt à côté. Et en fait, je prenais mon vélo et je partais. Et pour moi, c'était là où je voulais me recueillir. Donc voilà, les prochaines retraites, elles se font forcément en pleine nature parce que ça n'a pas trop de sens d'être enfermé dans un temple. Mais j'essaie de mettre au maximum la nature. Alors, c'est vrai que je viens d'origine, c'est un petit village, c'est en pleine nature, donc je suis vraiment cette éducation très nature. J'ai toujours été attirée par les villes, mes parents bougeaient beaucoup, donc c'est vrai que j'ai ce côté citadine aussi que j'adore. Donc je te parlais, j'ai pas mal bougé aussi, même notamment en Angleterre, je suis allée en Chine. Il y a un moment donné dans, on va dire, ma jeunesse, vers 25 ans, j'avais qu'une envie, c'était de partir, de bouger. Et ensuite, suite à ce burn-out, j'ai vraiment eu besoin de ce retour aux sources, reconnexion à la nature. Je pense que c'est une question d'équilibre, mais pour moi, la nature, elle doit être présente. Et notamment Londres, je te parle de Londres, j'adore cette ville parce qu'il y a énormément de parcs. C'est pas comme Paris qui est très étouffant, c'est hyper aéré. Et il y a une vraie une qualité de vie nature qui est très présente. Oui, puis alors si on pense au même parc, il y a des arbres dans ce parc, pour ceux qui sont sensibles justement aux énergies, qui sont incroyables. C'est lequel? Bata Richmond, qui est magnifique. Richmond. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est lui. Alors, tu en as plein à Londres. C'est pas le plus connu. Pour ceux qui connaissent pas trop, tu as Hyde Park, évidemment, qui est le parc très connu. Mais Richmond, il est super beau parce qu'il est très sauvage, en fait. Et tu as des animaux et il y a des cerfs. Vraiment, il est magnifique. C'est ça, c'est ça. Tu vois, moi je te rejoins aussi là-dessus parce que tu disais, ça semble mieux pour toi de revenir en pleine nature quand tu as besoin de faire des moments de retraite. Et moi, c'est ce que je fais de manière très simple. Je pars avec ma tante, donc ma tante pour dormir, pas ma tante familiale. Et donc, pourquoi pas, c'est vrai. Et je pars bivouaquer, en fait, tu vois. Donc, je dors une nuit, par exemple, dans un endroit que j'aime bien, généralement qui est beau. Et je t'assure que c'est dingue quand même parce que juste une nuit, donc on va dire 24 heures, en tout et pour tout, le temps que je randonne, que je me pose, c'est un mont qui est magnifique, qui donne sur un lac qui est splendide. Donc voilà, le temps que je revienne le lendemain, 24 heures après, j'ai l'impression d'être parti une semaine. C'est ressourçant. Ah ouais, c'est vraiment très, très ressourçant. Ouais. Mais oui, ça me fait penser, j'avais fait un voyage au Costa Rica qui est très connu pour… alors, est-ce que c'est encore considéré comme une zone bleue, je crois? Costa Rica, non, c'est… Ah si, il me semble, oui. Il me semble, oui.
je ne sais plus exactement, mais c'est très, très, ils préservent à fond la nature et c'est vraiment, ils ont raison parce que c'est magnifique comme pays. Et j'avais dormi, alors je suis une grande peureuse, je suis pas très branchée safari, même si c'est magnifique, mais je suis vraiment une trouillarde en fait. Mais on s'est retrouvés dans un resort, un éco, une réserve en fait. Donc il n'y a pas au Costa Rica, il n'y a pas des mais il peut y avoir des wildcats, ils appellent ça, donc des pumas, des lynx, peut-être pas des lynx, mais bref, bon des chats pas aussi gentils que le tien qui est tranquillou sur le canapé, t'as pas envie d'être à côté. Mais en fait, on est dans leur environnement, donc finalement ils ont même peur de nous en soi autant qu'on a peur, donc ils viennent pas forcément vers nous. Et en fait, on dormait dans une sorte de petites tentes ouvertes, il n'y avait pas de mur, donc en pleine nature. Et là, tu as zéro pollution lumineuse, c'est vraiment le noir complet. Mais c'est un côté hyper libérateur aussi, même se doucher en pleine nature dehors, en fait. J'adore. Mais c'est vraiment ressourçant, en fait. Il y a quelque chose... Bah oui, parce que comme tu le disais, moi je suis convaincu que, et d'ailleurs l'histoire le montre, on est né quand même dans la nature. Donc, je crois qu'elle fait normalement partie entièrement de nous. Et on s'est complètement déconnecté d'elle avec nos villes, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Et puis d'ailleurs, en fait, pour ceux qui auraient des doutes, moi, je défie quiconque d'aller marcher 1 heure et demie dans une forêt, de sortir de là en étant, tu vois, pas bien ou en colère. Non, ça calme énormément. Bah et en fait, nos vies sédentaires n'apportent que 20% de l'oxygène, de nos besoins en oxygène au niveau cellulaire. Donc, en fait, c'est là où tu développes un maximum. C'est le terreau parfait pour avoir des mutations cellulaires et des cellules qui un stress oxydatif, cellules cancéreuses. Donc, vraiment, s'aérer, c'est super important. Faire du sport aussi. Après, la nature, moi, par exemple, c'est l'eau aussi que j'aime beaucoup. J'adore nager. Ces éléments qui te font du bien. Oui, c'est ça. C'est à chacun, comme je vous disais, en tant que chercheur, de trouver quel est l'élément qui lui convient le plus au niveau de l'alimentation, du sport, de la nature, etc. D'être vraiment un chercheur pour soi-même. Oui, c'est ça. Je vois que le temps passe très, très vite, comme d'habitude. Si tu avais, je sais pas, un dernier conseil à donner aux gens qui nous écoutent, ce serait quoi ? Je dirais d'écouter sa petite voix intérieure. Alors, c'est pas toujours évident, on est souvent hyper influençable par beaucoup de choses, mais surtout, ayez cette curiosité de comprendre. Ne prenez pas, même ce qu'on dit là, par exemple, ne le prenez pas pour acquis. Cherchez et réfléchissez et surtout, osez penser. Ça, c'est super important, réfléchir. Et en fait, cette intuition, revenir à cette intuition, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, si moi, je me fie à mon parcours, mes études qui me formataient dans quelque chose, alors tout n'est pas blanc ou noir, évidemment, je ne suis pas anti-médicaments, loin de là, mais d'avoir eu cette curiosité, cette envie de questionner des acquis, en fait, je trouve que c'est important, et re-questionner sa vie aussi, se dire, est-ce que finalement, comme Darwin disait, on doit s'adapter à son environnement, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi tout simplement créer un environnement qui est adapté à nous ? Et ça, je pense que c'est important, parce qu'aujourd'hui, et pas seulement au niveau de notre assiette, c'est vraiment au niveau de nos relations, de notre job, notre couple, notre famille, nos rapports avec tout le monde. En fait, c'est super important écoutez votre corps. Si vous sentez pas très, s'il y a des choses, si vous sentez pas très bien, cherchez pas trop à comprendre en fait. Partez, et voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as lu, mais il y a un très bon livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Écoute ton corps. Ah oui, alors lui, je ne l'ai pas lu. J'ai lu Les 5 blessures de l'âme, qui s'empêche d'être vous-même, de Lise Bourbeau, qui est vraiment super. Mais justement, elle fait référence à celui-ci, Écoute ton corps. Et derrière chaque mot, il y a un message, en effet. Je ne l'ai pas lu. Il est génial, ce livre. Il est très, très bien. Je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai réalisé des films. Et le premier film que j'ai réalisé s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous ? Il est sorti en 2017. Et j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays. Et je leur ai posé la question, c'est quoi le bonheur pour vous ? Et donc, du coup, j'ai envie de te poser la question. La grande question. Alors oui, c'est complexe. C'est peut-être complexe, c'est finalement assez simple. Qu'est-ce que c'est ? Moi, je dirais que c'est cette quête de l'équilibre, en fait, donc de ne pas rechercher non plus une perfection. Pour moi, qui suis très perfectionniste, c'est hyper dur, mais c'est de revenir aussi à ce qui est vraiment essentiel. J'écoutais récemment un podcast d'une personne qui disait, bon après c'est un petit peu particulier, mais en fait quand tu es un peu sur ton lit de mort, finalement, ce que tu vas le plus regretter, ça va pas forcément être les choses matérielles, ça va être vraiment les rapports humains, ça peut être par exemple des conflits que tu peux avoir avec des gens, ne pas avoir dit que tu aimais à quelqu'un, de pas avoir pardonné, ce genre de choses. Donc en fait, ce bonheur, c'est vraiment, pour moi, le bonheur, c'est d'être à l'écoute de soi et puis oser assumer ce qu'on est, ce qu'on pense,
pas avoir de regrets, je pense. Et voilà. Merci. Et pour les gens qui ont envie de te contacter, on fait comment, Laure? Alors, surtout mon compte Instagram, donc c'est dr comme docteur, du coup, point Laure Iverna. Alors là, vous le voyez écrit, donc tout attaché. Et donc, vous me trouverez sur Instagram. Après, il y a mon site internet aussi, c'est The Natural Consultation. Il faut que je change le nom de domaine parce que il est plus trop d'actualité, mais bref. Donc, c'est comme son nom l'indique, The Natural, la consultation naturelle.com. Bon, j'imagine que si on tape plus simplement Laure Iverna dans Laure un Iverna, vous me recherche, trouvez sur Google. Et Ouais, il y voilà, aura le c'est site, ça. ce sera plus simple. Ok, Voilà. ça Et va. vous pouvez me trouver en librairie avec ce joli petit Yes. livre, Mon Carrément. cahier ventre heureux. Ok. Donc plus Instagram que Facebook, parce que j'imagine que tu es sur Facebook aussi. Alors oui, c'est redispatché sur Facebook, mais c'est vrai que Et plus sur Insta. Ouais, plus Insta. D'accord. Ok. Super. Bah, merci beaucoup, Laure. Merci pour cet Merci à échange. toi. Merci C'était pour chouette. ton accueil. Un grand merci. Passe une belle fin de soirée et puis Oui, peut-être c'est ça. à bientôt quelque part sur la planète. Ok, ça marche. Bye. Ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.